Un mois d'escapade dans la campagne française nous a convaincus que la bicyclette, c'est chouette. Que le contact avec la nature nous plaît, que les montées, c'est terrible, la pluie, c'est chiant, mais que l'air frais nous va bien au teint. 1 an plus tard, c'est décidé, on part. Avec notre nouvelle maison dans les sacoches, nous jetons notre dévolu sur l'Inde. Entre juillet 2014 et janvier 2015, nous allons découvrir pendant 6 mois ce pays-continent que nous ne connaissons pas. Puissent Vishnu, Krishna, Ganesh et leurs copains apporter du grain à moudre à notre curiosité et de la variété à mes pinceaux. Installez-vous confortablement, nous vous emmenons en voyage. Des millions d'années avant notre ère, une vaste collision a secoué le monde. Un grand bloc de terre s'est heurté à l'Asie, donnant naissance à une chaîne de montagnes appelée Himalaya, la maison des neiges. Nous sommes tout au nord de l'Inde, à quelques dizaines de kilomètres du Tibet, dans une petite bourgade bouddhiste du nom de Leh. Dans ce village de haute montagne, les drapeaux de prière bouddhistes flottent au vent. Nous sommes dans le petit Tibet, mais pas encore véritablement en Inde. Nos repères n'ont plus de prise. Nous devons apprendre à nous orienter dans ce nouvel environnement où nous ne connaissons rien. Jérémy se familiarise avec les lieux en dessinant, pendant que je laisse passer mon mal de l'altitude. Afin d'habituer notre organisme au manque d'oxygène, plus rare à 3500 mètres d'altitude, nous arpentons les environs à la découverte de quelques gompas, temples bouddhistes séculaires. Tapis au fond de la salle, nous restons des heures, bercés par les prières bouddhistes. Ces visages ne sont pas ceux de l'Inde, ils viennent d'ailleurs, de l'autre côté. Une chaîne de montagnes sépare bel et bien 2 mondes, l'Inde et le reste de l'Asie. Il est temps pour nous d'enfourcher nos vélos, tout regonflés après leur voyage en soute. Mêlant enthousiasme et appréhension, le premier coup de pédale est donné. 1 an que nous en rêvons. Nous n'avons plus qu'à suivre notre boussole plein sud et nous laisser porter par l'aventure. Le gars en bleu, c'est notre ami Régis. Il est venu partager 1 mois de pédalage avec nous, mais ses genoux en ont décidé autrement. Des douleurs l'obligent à rebrousser chemin, 3 jours à peine après le premier coup de pédale. Cette séparation nous tire les premières larmes de notre voyage. C'est la gorge serrée que nous poursuivons la route, à travers les villages qui bordent le fleuve Indus. Nous goûtons alors à l'hospitalité des chaumières Ladakhi. Nous sommes ici dans la famille de Sherab. Simplement invités à boire le thé alors que nous passions devant chez lui, nous resterons 2 jours à nous familiariser avec les us et coutumes de la région. Avec sa femme, ils nous apprennent à réaliser les fameux momos, sorte de raviolis aux choux. Prétexte pour discuter du climat politique tendu avec la Chine, des réfugiés tibétains et des Indiens biharis des régions pauvres qui viennent travailler ici.
Donc ça y est, on est dans l'Himalaya, on est parti de Leh depuis 2-3 jours et ben, ça monte. Voilà, on arrive à 3800 mètres, on sent vraiment la raréfaction de l'oxygène. On s'arrête tous les 100 mètres, tous les 200 mètres pour reprendre notre souffle. Physiquement ça va bien, même si c'est dur. Ça fait un peu mal aux jambes, mais voilà. On est content d'y être et c'est super beau. Et les lacs, c'est par là-bas. Nous quittons petit à petit les zones habitées et la route goudronnée pour quelques centaines de kilomètres de pistes. Et nous goûtons aux joies de la vie au grand air. Nous filtrons l'eau des rivières, faisons la lessive et la vaisselle, et campons sauvagement dans des petits coins de paradis. Voilà plus d'une semaine que chaque jour, nous grappillons à la montagne quelques dizaines de mètres. Nul signe de vie, ni d'homme, ni d'oiseau. Tout ce que l'homme aperçoit, aussi loin que porte la vue, est un désert de granit, une accumulation de roches. Nous sommes à plus de 4000 mètres d'altitude et nous pourrions penser qu'il faut se laisser couler jusqu'à la mer. Mais la muraille minérale se dresse devant nous sur 1000 km, la distance de Lille à Marseille. Super l'Himalaya! Ah oui, petit aparté, vous ne croyez tout de même pas que nous avons une équipe technique qui nous suit en camionnette et qui gère la prise d'image? Jérémy en a fait du rap de kilomètres. La végétation disparaît. Le relief et la mauvaise qualité des pistes nous usent un peu plus tous les jours. Il n'y a pas que les paysages qui nous coupent le souffle. Les maux de tête sont nombreux et on s'essouffle très rapidement. L'air étant pur, mais pauvre en oxygène. Les cuisses tétanisées par l'effort et les yeux piqués de sueur sont autant de stigmates qui témoignent des efforts consentis pour vaincre la montagne. Nous n'avalons presque rien, nos ventres sont atrophiés par l'effort. Après plusieurs jours de grimpe, c'est en larmes que nous arrivons en haut du col le plus haut, dont l'ascension fut terrible. Des larmes de douleur, des larmes de fatigue, des larmes de délivrance, mais des larmes de joie aussi. On a tout donné pour en arriver là. On est arrivé à 5000 mètres! On a mis exactement 4h13 minutes et 50 secondes pour faire exactement 584 mètres de dénivelé. Et on est mort! Oui! Mais nous l'avons fait. Et il en reste 4 comme celui-ci. Plusieurs jours nous sont nécessaires pour rejoindre 2 cols. Nous parcourons péniblement mais joyeusement entre 30 et 50 km par jour. Ouverte seulement 3 mois dans l'année, à cause de la neige, nous sommes sur la route carrossable la plus haute du monde, qui d'habitude dort sous 30 mètres de neige. Nous sommes salués par les conducteurs des fameux Tata, ces camions qui commercent avec la Chine. Nous nous approvisionnons et nous dormons dans des dabas, campements dressés au bord de la route. Ils abritent les routiers qui vont et viennent depuis la Chine, les ouvriers qui travaillent sur les chantiers, et bien sûr les cyclo-voyageurs. À ce moment-là, comme à plein d'autres moments d'ailleurs, j'en pouvais plus. Alors j'ai passé à Jérémy mes sacoches, en échange de quelques massages le soir. Nous puisons au fond de nos ressources pendant plusieurs semaines pour vaincre cette montagne. Le manque d'oxygène et l'effort nous terrassent. C'est dur, mais qu'est-ce que c'est beau! C'est beau! En plus de saigner du nez, je suis à la limite de vomir. Si cela arrivait, cela voudrait dire que mon organisme aurait atteint sa limite d'acclimatation et que nous devrions redescendre d'urgence sous peine de risquer une embolie pulmonaire. Heureusement, on y est presque et le moral est bon. Et si l'urgence se faisait vraiment sentir, il y a toujours quelques voitures et camions qui passent de temps à autre. Un peu moins glorieux l'arrivée au 4e col, hein? Wouh!
Chaque passage de col est une épreuve, récompensée par la vue de ces milliers de drapeaux de prière tibétains qui marquent l'emplacement du sommet et font taire nos souffrances. Le vent caresse dans sa course les mantras et disperse dans les airs les formules sacrées. Ne pouvant dormir à la plus haute altitude gagnée dans la journée, nous avons continué de pédaler jusqu'à la nuit tombée. Ce soir-là, la rencontre se fait à la lumière d'une bougie. Ils ne parlent ni anglais, ni hindi, mais avec des sourires et des gestes simples, nous parvenons à faire comprendre l'essentiel. Se nourrir et dormir. Dans l'intimité des yourtes, nous découvrons l'authenticité de la vie nomade. Celui d'éveillés, emmitouflés dans les peaux de yak, assis autour du poêle autour duquel nous avons dormi. La préparation du thé, du pain. La traite du lait de chèvre qu'elle secoue longuement pour séparer la graisse. Préparer un tsampa, un yaourt tellement âpre qui nous brûle la gorge. La température chute autour de 0 la nuit. Et nous apprécions d'être réchauffés par un bol de farine d'orge diluée avec du thé au beurre. Nous ne comprenons pas bien ce que son mari veut nous dire, mais leur sourire et les regards font que nous nous sentons bien. Leur fils, sa femme et leur bébé sont dans la yourte d'à côté, et les échanges joyeux que nous avons eus avec eux ne transparaissent pas dans ces vidéos. Amis visionneurs, nous tenons d'ailleurs à préciser que les vidéos sont bien évidemment toujours prises avec le consentement des personnes rencontrées. Durant nos 6 mois de voyage, dès que l'appareil tourne, systématiquement, les rires se changent en un ton officiel qui donne un petit côté sérieux lors des rencontres. Ceci étant dit, continuons! Durant la traversée, nous multiplions les belles rencontres. À Korzok, sur les rives du lac Somoriri, nous nous reposons plusieurs jours dans ce village bouddhiste. Les Ladakis en costume traditionnel défilent sous nos yeux pour le plus grand plaisir des pinceaux de Jérémy. Nous poursuivons notre ascension vers le dernier col. Cet ultime parcours du combattant n'est pas simple à négocier. Mais il faut croire que 3 semaines de montagne a aiguisé notre mental. C'est ce moment qu'a choisi un troupeau de yaks sauvages pour faire son apparition à l'horizon. Nous posons nos vélos dans l'herbe et avançons à pas feutrés, à contre-vent, le soleil dans le dos pour ne pas nous faire repérer vers le troupeau de peluches. « 17 000 mètres de dénivelé positif. Ça y est, on l'a fait. Un cri de joie se libère lorsque nous voyons devant nous 50 km de descente pure. Cette nouvelle vallée, ce versant incertain sur lequel ont été concentrées toutes nos pensées depuis des jours. Avec émotion, on se retourne vers cet Himalaya gigantesque pour lui dire au revoir.
Nous entrons dans le Pendjab, cette terre inondée du nord-ouest de l'Inde où poussent le riz, les moustaches et les bonnes manières. Après d'innombrables lacets, nous glissons vers la plaine. Soir après soir, la magie de l'hospitalité nous immerge dans la vie quotidienne de l'Inde. Dans chaque famille, même les plus modestes, l'accueil est exceptionnel. Nous dormons là où nos roues nous mènent. Une crevaison, une demande d'itinéraire, tout est prétexte à la rencontre et à l'invitation. De l'intérieur, nous découvrons le quotidien des agriculteurs indiens, comme la famille de Guinesh, qui cultive la banane, la mangue, la papaye, la grenade, la goyave. À leur côté, nous essayons d'apprendre quelques rudiments d'hindi. C'est surprenant comme certaines rencontres, avec ces hommes et ces femmes extraordinaires, nous marquent en très peu de temps. Une soirée peut suffire à tirer une larme lors des séparations du lendemain. Ces au revoir, qui veulent dire adieu, nous pincent le cœur. Pour les derniers efforts, les Indiens ont installé un remonte-pente somme toute très utile. Il faut juste arriver à négocier d'une seule main les trous sur la route, le bas-côté, et savoir lâcher à temps pour éviter la cascade. Bon, ça ne marche pas à tous les coups. En quelques jours, des magasins en tout genre fleurissent le long de la route. Le trafic s'intensifie. Le bruit, la poussière, la circulation, tout nous confirme que l'on continue notre progression vers la civilisation. Nous traversons quelques villes de plusieurs centaines de milliers d'habitants. Des villages à l'échelle du pays. Voilà, nous y sommes dans ce qu'on pourrait appeler le continent indien. La vraie Inde. Nous inaugurons ici notre sonnette plus qu'utile dans ce pays de sourds. Le cri est pour l'urgence. Les klaxons nous inondent. À essayer de nous faufiler entre les voitures, bus, motos, vaches, charrettes, rickshaws, passants, mendiants, et j'en passe. Ça a l'air d'être le bordel, chouette! Dans un mélange d'inconscience et d'audace, nous nous jetons dans ce tumulte comme des gladiateurs dans une arène. Le Pendjab est la terre du sikhisme, une religion monothéiste qui s'est dressée contre la hiérarchie des castes. Nous avons senti une religion tolérante où la place de l'individu, des femmes, le sens de la vie semble plus proche de nous que l'hindouisme. Ces gentils barbus portent traditionnellement des turbans qui peuvent atteindre 8 mètres de long. Ils sont à l'origine un moyen de se protéger la tête des coups de sabre. Nous sommes invités de toutes parts, l'offre dépasse la demande. Nous passons quelques nuits dans les Gurdwaras, temples qui respirent harmonie et tolérance. Il nous faudra se déchausser, se couvrir la tête, se laver les pieds dans un bassin, avant de pouvoir poser ses orteils sur le marbre immaculé. Chez Rajinder, Jérémy apprend les mystères de l'enturbanage, qui s'associe très bien à sa barbe grandissante. Et je ne peux bien évidemment pas résister à croquer le papa. Une célébration se prépare et nous sommes conviés aux réjouissances. C'est aussi l'occasion d'admirer les plus beaux saris du pays. Cette tenue traditionnelle haute en couleurs réjouit mes pinceaux. Nous ne comprenons pas la signification de tout ce que nous voyons, mais c'est assez joli. On dirait des manèges de fêtes foraines, ornés de poupées, à l'effigie d'un des innombrables dieux ou déesses, et peintes de toutes les couleurs. À l'entrée, les cloches martelées par les fidèles résonnent. Les hommes en dhoti, la tenue traditionnelle, reviennent de leurs ablutions. Allégés de 9 kilos de bagages renvoyés en France, nous prenons notre vitesse de croisière
entre 50 et 100 km par jour. Les Indiens, des vrais papardis. En gentleman, ils demandent d'abord l'autorisation à l'homme avant de venir me parler. Nous coupons à travers les rizières inondées par la mousson qui s'était abattue lorsque nous étions au perché. Nous découvrons la plaine enchanteresse, enceinte de vie, belle et radieuse, gorgée de chlorophylle. En direction du Rajasthan, les parcelles de riz et de piments se succèdent inlassablement sur des milliers de kilomètres carrés. L'irrigation est partout. L'occasion aussi, enfin, de retrouver des fruits frais. Toutes ces saveurs tropicales qui nous servent de carburant. Un orage tonitruant éclate le matin, le dernier de l'année. Mais celui-ci n'emporte pas dans sa fougue notre volonté de pédaler. Nous sommes à l'orée du Rajasthan, ce territoire frontalier avec le Pakistan. Toujours cap au sud, à l'aube d'un nouveau territoire à découvrir. La chaîne de l'hospitalité nous dépose chez Rajat, perle d'or dans le collier des rencontres. Nous n'avons hélas pas de vidéo de cette semaine merveilleuse passée dans sa famille. Proche de notre culture occidentale et maîtrisant parfaitement l'anglais, nous pouvons aborder de nombreux sujets complexes par nos oreilles d'étrangers, comme la condition des femmes, l'immense majorité des mariages arrangés, l'inégalité inacceptable du système des castes, le travail intolérable des enfants. Autant de sujets qui ne peuvent qu'être survolés dans ce film, mais qui font partie intégrante de notre expérience indienne. Les curieux pourront aller faire un tour sur notre site internet, où l'on a plus développé ces sujets. La larme à l'œil, chez eux comme chez nous, il est temps de quitter nos hôtes et de reprendre la route. N'oublions pas qu'à vélo, l'équilibre s'obtient par le mouvement. Alors avançons, respirons à plein poumon les douceurs de notre vie nomade. Nous sommes à quelques kilomètres du Pakistan, au cœur du désert du Thar. Ce jour-là, il fait 42 degrés et nous avons bu 12 litres d'eau à 2 dans la journée. Dans ces régions désertiques, le vent de face est terrible. La chaleur l'est tout autant. Après 2 mois de voyage, Nathalie est éprouvée moralement pour la première fois. Et c'est sans compter une douleur à son genou qui prendra plusieurs semaines à disparaître et mes blessures qui ne cicatrisent pas. C'est dans notre couple que nous puisons les ressources nécessaires pour trouver la volonté d'avancer. Sur la route, des dromadaires tirent des charrettes de nomades Banjara, les probables ancêtres des gitans. Ces commerçants itinérants transportent graines, sel et fourrage du Pendjab jusqu'au sud de la péninsule. Les hommes sont en tête, les femmes et les enfants à l'intérieur, chargés de tous leurs biens. 3 générations se balancent doucement au rythme des pas du dromadaire. Comme partout, les Rajasthanis sont très accueillants et curieux. Sans anglais ni hindi, on se débrouille avec des gestes simples pour se faire comprendre. Une crevaison au bord de la route alors que le jour décline, et nous voilà invités dans une famille musulmane. La magie du voyage à vélo, c'est cela. Susciter la curiosité et provoquer les rencontres. Des amitiés d'un soir avec les habitants croisés sur la route. Nous montons la tente sous 1000 yeux ébahis et, le temps d'une nuit, nous appartenons au village. Véritable sésame, nous touchons ce que l'Inde a de plus beau, de plus fort. Les femmes et les hommes qui nous accueillent comme les leurs.
Les Dani sont les villages traditionnels jetés dans la campagne stérile de cette zone aride du Rajasthan. Ils sont constitués de huttes rondes, réalisées en terre séchée et en toit de branches. Une poignée d'arbres tordus indique qu'un point d'eau n'est pas loin. Les croyances, les castes et les traditions de ces tribus sont uniques en leur genre et varient d'un village à l'autre. La présence de femmes et d'enfants est pour nous gage de confort et de sécurité. Et la garantie de faire des rencontres, bien sûr. Le fait que nous soyons un couple doit les rassurer aussi. Le sourire qui illumine leur visage exprime toute la joie de notre visite. Et en quelques minutes, nous sommes adoptés. Les rencontres sont riches en enseignements de toutes sortes. Malgré les différences de culture, chaque rencontre est une bouffée d'oxygène. Je me suis sentie vraiment proche d'elle. Nous partageons ensemble les joies et les peines, les leurs comme les nôtres. Les rencontres sont hélas éphémères, mais se suffisent à elles-mêmes. Pour faire connaissance, nous avons apporté des photos de nos familles. Que de fou rire lorsque dans une langue qui nous est inconnue, ils remarquent la ressemblance avec nos parents, frères et sœurs. Aussi indispensable que les rustines, les photos de famille, je vous le dis. Nous découvrons la joie, mais aussi la rigueur d'une vie pastorale, où les tâches sont clairement définies entre les sexes et les générations. Nous apprenons comment sont fabriqués le beurre, la crème et les chapatis, ces délicieuses galettes cuites au tandoor que nous mangerons partout en Inde. La religion et ses rituels font partie intégrante de la vie quotidienne. Hindouisme, jaïnisme, sikhisme, islamisme, syncrétisme. Tous ces ismes expliquent le fondement de ce qui est plus qu'une croyance, un véritable mode de vie. En route, nous visitons des sites historiques fabuleux qui nous plongent dans l'histoire. L'héritage raffiné des envahisseurs mongols du XVIe siècle, la démesure des palais des Maharajas d'antan, le raffinement des temples jaïns, cette religion monothéiste qui n'existe qu'ici dans le monde. Mais ce n'est qu'après plusieurs nouvelles journées, sur la longue route ancestrale des caravanes qui allait de l'Inde à la Perse, que le Rajasthan nous livre son plus beau joyau. Jaisalmer. Tel un mirage, la merveilleuse cité d'or apparaît. Ses façades rayonnantes renferment en son cœur les fameux Haveli. Tout en dentelle de pierre, ces maisons sont celles de riches marchands qui jadis ont fait fortune sur la route des épices et de la soie entre l'Indus et l'Asie centrale. Nous arpentons le dédale de rues étroites, taillées dans le grès jaune et qui serpente entre artisans, vendeurs de tapis, marchands d'épices et souks. Pour mon plus grand plaisir, nous goûtons à 1001 saveurs qui nous rappellent le Moyen-Orient. À tous les coins de rue, nous trouvons des boui-boui qui vendent du pan. Ces feuilles de bétel garnies de trucs sucrés au goût de dentifrice. Quand on commande, il faut bien préciser pan pour enfants. Sinon, ils le font avec un mélange de tabac, de piment, et là, ça devient tout autre chose. C'est dans les hauteurs de la ville que nous rencontrons Surayam, joueur de Ravanata, un instrument typique de la région. Il ne faut pas longtemps pour que la soirée se prolonge chez lui, en compagnie de sa femme Antra et de leurs 6 enfants. Pendant que le repas se prépare, Nathalie est conquise par le son envoûtant de l'instrument. Son violoncelle resté en France commence à lui manquer sérieusement. Dès le lendemain, je me lance dans l'apprentissage de ce nouvel instrument, guidé par Surayam. Pendant ce temps, je m'exerce au portrait.
Ce sont les témoins d'une rencontre, de notre rencontre, avec ce pays et sa population. Le dessin est beaucoup moins intrusif qu'un appareil photo et permet de rentrer plus profondément dans le cœur des gens. Les personnes dessinées comprennent ainsi que nous sommes véritablement intéressés par eux et leur pays, curieux de leurs coutumes, de les rencontrer autrement qu'en braquant un appareil photo. Nous quittons Jaisalmer, regonflés en énergie, un Ravanata en plus dans nos pactages, protégés par un duvet. Nous avions tellement été mis en garde négativement contre le danger de faire du vélo dans ce pays que nous avons été agréablement surpris en tout. Un accueil exceptionnel, peu de trafic, des conducteurs pour la plupart attentifs à notre présence sur la route. Nous passons nos dernières dunes et sortons de ce conte des 1001 nuits, toujours en direction du sud. Terre d'origine de Gandhi, péninsule coincée entre la mer d'Arabie et l'immense désert du Thar, le Gujarat est une envoûtante symphonie de sel et de sable. Nous sommes dans le Gujarat, à une 50aine de kilomètres du Pakistan. 2 mois jour pour jour que nous avons commencé ce voyage. Nous venons de quitter le Rajasthan et nous retrouvons le désert de sel. La vision est surréaliste. De part et d'autre de la route, le paysage se mue en une plaine aride, puis en croûte de sel cristallisée à perte de vue. Le fameux désert blanc, immaculée conception de la nature. La bonne étoile du cyclo-voyageur n'est jamais bien loin. Et nous plantons la tente dans l'école de Kuldip, instituteur d'un petit village de campagne. Le chef du village, avec le turban blanc, est passionné par notre voyage. Certains essayent le Ravanata, pendant que d'autres contemplent le vélo qui a plusieurs vitesses, chose inexistante dans cette partie du monde plate sur des centaines de kilomètres. Le soir, nous participons à Navratri, fête hindoue célébrée avec une danse traditionnelle appelée Garba. Pendant une bonne demi-heure, les hommes dansent en cercle, faisant cogner leurs baguettes contre celles des autres danseurs. Puis c'est au tour des femmes de se déhancher, montrant leur belle tenue aux hommes qui les regardent. Vous avez reconnu Nathalie au milieu ? Amateurs de danse et de musique traditionnelle européenne, nous ne résistons pas à notre tour de leur montrer quelques pas de bourrée d'Auvergne. Avec le vent de dos, nous avalons les kilomètres sur l'espace que nous partageons avec les camions. Car le reste du Gujarat s'avère être une grande région industrielle que seule une route nationale monotone traverse pour nous amener jusqu'à la côte. Nous parcourons jusqu'à 100 km par jour au rythme des discussions improvisées et de notre lecteur MP3 dans les oreilles. Les journées sont ponctuées par quelques siestes, les lessives et les douches en plein air dans les bassins mis à disposition des routiers, et les nuits dans les dabas, ces restaurants de bord de route pour camionneurs munis de couchettes au grand air.
Depuis 2 mois, nous avons mélangé à notre eau filtrée de plus en plus d'eau locale, ce qui fait que maintenant, nous buvons la même eau que les Indiens. Il nous en coûtera durant tout le voyage à peine un vomi et une diarrhée chacun. Honorable. Comme l'hindi, pour nous autres Français, c'est du chinois. À chaque repas, nous montrons un papier écrit dans la langue locale mentionnant que nous voulons manger n'importe quoi de végétarien sans piment. Mais quoi qu'on fasse, il nous sera presque impossible de manger non pimenté. Aujourd'hui, je teste la tartine de piment. C'est pimenté. C'est pimenté. Vous l'aurez compris, ce voyage ne manque pas de piquant. Parlons-en de la gastronomie indienne. De quoi peuvent bien se nourrir 2 cyclopèdes en errance dans cette terre si hospitalière? Comme 80% des Indiens, nous sommes végétariens. Et l'aliment de base, c'est le dal, une soupe de lentilles. Le dal à l'indienne, on couille, on malaxe et on mange. On en mange tous les jours. Ce plat pourrait paraître monotone, mais il se cuisine de 10 000 manières. Parfois sucré dans le Gujarat, au lait de coco dans le sud. Il se mange souvent avec des chapatis, galettes que nous rompons de la main droite pour s'en servir de cuillère et saisir la nourriture. Un repas complet, on appelle ça un thali. Haricots, patates, dal, yaourt, il n'y en a jamais de pareil. Chacun se décline selon son origine régionale et la plupart du temps, on ne sait pas réellement ce que l'on mange, mais c'est toujours très bon. La seule chose de sûre, c'est qu'il y a des épices. Cumin, tamara, clou de girofle, gingembre et du piment. Partout, sous toutes ses formes. À mon grand désespoir. Et bien sûr, le mythique et ancestral chai, du thé sucré, servi avec du lait et parfois des épices. À la vôtre! Des îlots baignés d'azur, des rivages sculptés par la mousson et l'histoire. Une page de l'Inde au parfum d'encens, héritière de l'extraordinaire et méconnue romance entre l'Asie, l'Afrique et l'Arabie. Nous vous avions laissé sur une nationale. Rien n'a changé depuis plusieurs jours, sauf que des palmiers sont apparus. La mer d'Arabie est à portée de roue. Mais revenons à nos dromadaires, ou plutôt à nos camions, car à l'approche de la côte, le trafic s'intensifie. Enfin, dirons-nous, car après 3500 km, nous commencions à nous demander si le fameux BIP, bordel indien permanent, était un mythe. La voilà, l'Inde qui vit, l'Inde qui baigne dans son jus, l'Inde qui, parfois, nous exaspère. Nous nous instruisons de son histoire, ses origines, ses veines, ses racines. L'arrivée dans Bombay est terrible. Nous n'en finissons plus d'arriver dans Bombay. Voilà 2 jours que nous arrivons dans Bombay. Nous renouons avec un univers que nous avions quitté depuis longtemps, celui des embouteillages, des bretelles d'autoroute et des pots d'échappement. Le problème est un peu comparable au système de caste. Plus t'es gros, plus les autres doivent se bouger à ton approche, dans un amalgame complètement improbable de bus, rickshaws, voitures, taxis, vélos, charrettes, piétons, le tout dans un tintamarre de klaxons assez assourdissant. Autant dire que les vélos sont tout en bas de la hiérarchie. Bon ben voilà, on est d'accord, hein. C'est pas la chose la plus intelligente qu'on ait faite durant ce voyage. Là, ça fait 30 km qu'on roule sur cette autoroute et il fait nuit noire. Ce volume permanent nous use, nous excite, nous fatigue, nous rend dingue. Plus question de planter la tente, nous nous réfugions dans de petits hôtels. Loin de se laisser vaincre par notre tentative de sommeil, l'Inde est toujours là. Elle se rapproche, elle s'impose, se gonfle d'une terrible existence sonore.
Bombay, c'est aussi les décharges à ciel ouvert. Les rues sont jonchées de papier, de plastique, de légumes pourris et de bousses de vache. Sous la chaleur, nous sommes assaillis de couleurs, d'odeurs, bonnes et mauvaises, de regards pénétrants, le tout dans un marasme inqualifiable qui se mélange au bruit. Nous y voyons les premiers bidonvilles. Avant le voyage, nous savions que nous serions confrontés à une misère importante. Nous n'étions donc pas étonnés de voir toutes ces familles entassées sous les ponts. Ni les conditions de travail difficiles, comme ce couturier qui tisse 12 heures par jour dans cette cave pour seulement quelques roupies. Mais contrairement aux idées reçues, les mains tendues en quête d'argent sont très rares. Au lieu de ça, certaines nous invitent tout naturellement à boire le thé, sans gêne ni honte, comme si la précarité de leur situation était tellement intégrée dans la vie de ces millions de personnes qu'elle en était devenue normale. No, can you please do it again? Heureusement, nous sommes merveilleusement bien accueillis une semaine par Tamara et Harry. Même si les plages sont dégueulasses, on farniente avec eux le long de la marina de Bombay. Lieu idéal pour promener son regard et ses pinceaux et provoquer quelques rencontres. Mais la foule nous oppresse. La richesse la plus insolente côtoie la plus extrême misère. Nous avons envie de partir. C'est la première fois que ce sentiment de rejet nous gagne. Une chose est sûre, la pauvreté à la campagne est bien plus tolérable que la misère en ville. Nous échappons à l'asphyxie en prenant les petites routes côtières direction Goa. Vous remarquerez qu'au passage, j'ai changé de chemise, ayant usé l'ancienne jusqu'à la corde. Incontestablement, le vélo est un merveilleux compagnon de route. Grâce à lui, nous pouvons traverser cet immense pays en à peine 6 mois. Il est suffisamment lent pour s'imprégner de la beauté du monde. Et sans moteur, qui rend tellement facile le défilement de paysages qu'on n'y prête même plus attention. Il faut simplement accepter de voir moins de choses en plus de temps. Moins, mais mieux. Prendre le temps de sentir une odeur, de percevoir un sourire, d'échanger des regards. Malgré l'apparente rudesse de la vie à vélo, cette existence est d'une grande simplicité. On ne se soucie que de l'itinéraire à suivre, de trouver quelque chose à manger et d'un endroit où dormir. Le gars qui vient d'apparaître, c'est Attilio. Belge de son état, il est parti sur son vélo depuis chez lui il y a 1 an et demi. Il a traversé toute l'Europe, l'Iran, le Pakistan et remonté en Chine et va en direction de l'Australie, puis l'Afrique et les Amériques. Autant dire qu'il n'est pas pressé. L'occasion est trop bonne. Nous pédalerons côte à côte 1 mois durant, à nous dire combien le fromage nous manque, presque autant que nos mamans, et à insulter les routiers kamikazes. Nous irons même jusqu'à partager l'avis que parfois les Indiens sont pas bien fut-fut. Mais ça, pas trop, car ça ne se dit pas normalement dans un DVD. Disons simplement que notre rapport à l'espace et au temps est différent. Ensemble, nous traversons les villages pittoresques du bord de mer. Voyons les marins réparer leurs filets, comme le faisait le père de leur père, pendant que leurs femmes répètent ces gestes séculaires transmis de génération en génération. Nous observons le rituel du séchage des poissons, savourons l'ambiance des marchés, respirons les saveurs locales, zigzagons entre les vieux forts, témoins de la colonisation portugaise, qui, comme les Juifs et les Romains avant eux, voulaient mettre la main basse sur le commerce des épices aux Indes, et les églises immaculées qui jalonnent notre route. Incontestablement, nous avons changé d'Inde, une fois de plus.
Le climat est différent du nord, la chaleur est humide, tropicale. Elle n'épargne personne. Une fois le camp installé sur la plage, nous tombons dans nos duvets. L'Inde nous emprisonne de sa nuit colossale, interrompue par quelques chiens qui batifolent sous la lumière de la lune. Une belle amitié se tisse entre Attilio et nous. On a déjà passé le matin ou pas? Non, ils m'ont dit à 9 km. Par où? Si vous avez été court, 30 km. C'est pas possible. Ensemble, nous partageons les joies et tracas de la vie au grand air. Ça me paraît pas possible. Au cœur de ces paysages de cartes postales, la grande attitude nous gagne. Nous parcourons parfois à peine 20 km le matin pour rejoindre la prochaine plage et s'affaler dans le sable à l'ombre d'un palmier. Jérémy en profite pour dessiner dans ces petits coins de paradis où il ne se passe pas grand-chose, à part des concours de sarri mouillé et quelques pannes d'électricité. C'est dire comme rien ne se passe. On adore. Assis, nous pourrions vous raconter l'histoire où Nathalie cherche un maillot de bain. Le mieux que nous ayons trouvé durant 500 km de plage, c'est un juste corps de GRS avec le bas de pyjama satiné assorti. Entre Bombay et Goa, la chaîne de l'hospitalité ne tarit pas. Facebook, Couchsurfing et le téléphone arabe nous introduisent quelques jours dans la haute société indienne. Des chirurgiens qui ont habité aux USA, des Français expatriés, des ingénieurs, de riches propriétaires. Ayant perdu quelques jours de vidéo, la suite se fait en photo. Dans ces familles cultivées, maîtrisant l'anglais bien mieux que nous avons l'occasion de manger des pizzas et du fromage, de passer dans le journal, de débattre dans un anglais parfait des enjeux politiques actuels, de maudit le président nationaliste d'extrême droite qui hypnotise l'Inde. C'est hindou avec qui nous n'avons pas vraiment la même conception d'un monde juste. Nous leur contons notre société et ils s'étonnent de notre individualisme, contrastant avec nos contacts physiques dénués de pudeur et d'intimité. Ils n'arrivent pas à croire que chez nous, des couples peuvent s'embrasser sur la bouche le premier soir et en public. La plupart de nos hôtes sont de la caste des brahmanes, la plus haute caste dans la hiérarchie indienne. Place d'ailleurs qu'ils partagent avec les vaches, elles aussi bien placées dans la hiérarchie, car ce sont les mères de l'univers, rien que ça. Maigres et blanches, réduites à l'os, couchées à côté des étalages de fruits, au milieu des voitures, partout. Elles s'agglutinent sans gêne, au bord de la route, sur l'espace que nous disputons déjà avec tout le reste. Adulée, la vache est sacrée et a tous les droits. D'ailleurs, en parlant de droits, peut-on traverser l'Inde sans s'interroger sur le système de caste ? Système qui fait qu'aujourd'hui, tout comme hier, la société indienne ne ressemble à aucune autre. Comment ne pas être choqué par cette hiérarchie divine qui nous semble être à l'origine de tant d'inégalités ? En Inde, les hommes naissent inégaux en droit, c'est ainsi. Le système des castes est légalement révolu en Inde, mais il persiste de façon officieuse et divise la société en 4 groupes distincts. Il est palpable et se fait sentir à tous les niveaux, dans les restaurants, la rue, dans les hôtels et sur les routes. Ce n'est pas la volonté de l'homme, mais un ordre divin issu de l'hindouisme auquel les Indiens croient profondément. Il n'est pas question pour nous d'y voir un patrimoine culturel. L'absence de droits de l'homme naît du castéisme et donc de l'hindouisme. C'est un système social qui empoisonne des hommes sous couvert d'un ordre divin. L'hindouisme nous paraît être une religion dure, inégalitaire et très individualiste. Elle définit les devoirs de chacun vis-à-vis de Dieu, une sorte de contrat personnel de caste avec un soi-disant ordre universel. Ce qui doit arriver arrivera, chacun pour soi. Nous méritons ce que nous avons. La grande question n'est pas tant celle des castes, nous semble-t-il, mais celle des exclus du système, les fameux intouchables. Ils représentent environ 20% de la population. Ils accomplissent les tâches impures, balayeurs, éboueurs, cordonniers. Ils manipulent les dépouilles d'animaux morts. Ils sont depuis des siècles les damnés de la terre, les parias.
Ils sont maltraités et méprisés par les hindous dits de haute caste. L'idée de se révolter, de vouloir changer de caste, n'a pour eux aucun sens. Ils subissent, acceptent l'inacceptable, en espérant être réincarnés dans une vie meilleure. Pour comprendre ceci, il faut savoir que les hindous croient en la réincarnation d'un individu dans telle ou telle caste en fonction de son karma, le solde de ses actions bonnes ou mauvaises. Celui qui se réincarne en brahmane a eu une conduite exemplaire dans ses existences précédentes. Au contraire, celui qui a commis de graves fautes se réincarne en intouchable et doit être puni pour cela. Un bon moyen pour contenir les possibles rébellions. Une fois de plus, la misère en ville nous semble insupportable. La société brahmanique, cloisonnée et intolérante, pousse les gens de haute caste à jouer un double rôle, l'indignation et la complicité. Nous pensions que l'Inde était la patrie de la non-violence, profonde indifférence pour le sort d'autrui et la société. Avec nous, ils sont adorables, mais entre eux, c'est inouï comme les puissants traitent les pauvres. Le respect, voire la pitié pour plus faible que soi n'existe pas. On l'opprime, on l'écrase. C'est là tout le paradoxe de l'Inde, qui nous bouscule jusqu'au plus profond de notre être. Le sentiment d'oscillation entre amour et haine dont parlent tant de voyageurs nous gagne. Quoi qu'il en soit, nous nous nourrissons de souvenirs inoubliables. Si vous voulez savoir comment qu'on fait pour traverser la jungle indienne à moitié nu sur un vélo, ou encore quels sont les dommages collatéraux d'un repas de riz trop épicé à l'eau croupie, si vous vous demandez si on a pédalé 5000 km pour rien ou pas grand-chose, et si nous sommes en pleine remise en cause existentielle de « mais qu'est-ce qu'on fait là ?» agrémenté d'un refus de coopérer avec les autorités sanitaires « non, on ne se lavera pas les pieds », ce nouveau chapitre est pour vous. Le voyage prend son rythme de croisière. La distance n'importe plus, et nous ne courons plus après le temps. Nous préférons nous laisser guider par ce je ne sais quoi, prendre le temps d'observer, écouter et savourer. Nous pédalons au milieu des étangs à nénuphars, autour desquels les Indiennes font sans distinction lessive, toilette et ablution. Notre chemin se tisse au fil des rencontres et se profile un peu à l'intuition. La routine d'un emploi du temps citadin s'est transformée en une multitude de possibilités. Rouler ou rester un jour de plus ? Plus rien ne nous contraint à des horaires précis ou fixes. Hier, nous étions là-bas, aujourd'hui, nous sommes ici. Et chaque jour se remplit différemment. Aucun ne se ressemble. Alors, pour l'heure, savourons le temps présent. Des plages de sable fin, des vagues douces, des paillotes en palme, des cocotiers qui ondulent doucement dans le vent tiède et qui nous délivrent leurs fruits gorgés de lait sucré, libérés à coups de machette. Santé! La chair du fruit est ensuite récupérée avec un bout d'écorce. La campagne est en pleine effervescence. Nous zigzagons dans les rizières et apprécions le dur labeur de ces femmes qui chantent à tue-tête en accumulant les pousses de riz le long des champs. Le vent termine le nettoyage. Les hommes, quant à eux, déchaument sans relâche les cannes à sucre à la machette et les embarquent sur les chars à bœufs direction l'usine, ou les vendent en bord de route pour désaltérer les passants.
Passé la plaine, nous faisons comme les colons anglais et prenons de la hauteur pour nous rafraîchir au cœur du pays, dans les montagnes du Karnataka, et pour fuir les moustiques aussi. Nous découvrons l'Inde de la fraîcheur, fini la poussière et le parfum de la bouse de vache. Voici les senteurs végétales des forêts, l'air vivifiant des collines couvertes de plantations de thé, la mousse des vieilles pierres. Ça va Nathalie? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire? Je suis en train de faire pipi avec mon pisse debout. Ah, le fameux pisse debout, l'accessoire indispensable de toute cyclo-voyageuse qui se respecte. Vous rigolez, mais c'est vachement pratique dans un pays où derrière chaque arbre, il y a un Indien. Et là, je rince. Ça, c'est la solution. Il nous faut plusieurs jours de grimpette pour gagner le point culminant, Outi. Des fougères tapissent les pieds de ces immenses eucalyptus dont la cime se perd dans un brouillard mystique. Les plantations de thé façonnent le paysage à perte de vue. Il fait gris, ce qui n'est pas super pour les images, mais croyez-nous, la pluie réveille les odeurs et c'est un délice que de se promener dans cette nature gorgée de chlorophylle et de fraîcheur. Chaque soir, nous bivouaquons avec les cultivateurs et les mêmes scènes d'accueil se répètent. Nous devons arriver les sacoches pleines de denrées à partager, tant la générosité des Indiens nous submerge. Ils doivent nous trouver trop maigres et se lancent le défi de nous faire prendre du poids. Ces rencontres éphémères sont devenues des sources indispensables de partage, d'échange et surtout de chaleur humaine. En altitude, Nathalie attrape même un rhume, soigné avec un sirop d'eucalyptus récolté dans la forêt traversée. Medicine. Mais le plus haut col nous attend. L'ascension est terrible. Nous grimpons à un rythme modeste, mais d'une seule traite. Que nos cuisses nous pardonnent, nous mettons notre seuil de résistance à la douleur à rude épreuve. Invisible, le sommet joue avec nos nerfs. À chaque fois que nous croyons l'atteindre, une nouvelle dépression apparaît dans le halo de notre vision, limitée à une portée d'arbre. Et c'est ce moment que le voyage choisit pour faire chuter Nathalie. Une fois n'est pas coutume, nous arrivons à la nuit tombée. Heureusement, on se plonge dans la beauté et la grandeur du paysage comme dans un livre ouvert. Un spectacle encore plus grandiose nous attend le lendemain. Derrière la barre rocheuse, c'est la jungle. Nous sommes seuls sur la route, ce qui est assez rare en Inde, vous commencez à l'avoir compris. Et nous suivons l'unique route qui se faufile dans ce parc naturel, loin de la civilisation. L'oreille à l'affût, les yeux qui scrutent, on guette le moindre bruit, la moindre feuille qui bouge, en bas, en haut. Tous nos sens sont en alerte. De l'autre côté de la barrière naturelle, un nouvel espace protégé nous ouvre les bras. La faune sauvage abonde, à quelques mètres de nous. Plus en profondeur dans la réserve, des crottes d'éléphants jalonnent la route. Le vélo permet d'arriver discrètement. À petits pas, ils ne semblent pas être dérangés. Ils nous sentent, ils savent que nous sommes là. Nous profitons intensément de leur présence, partagée entre le plaisir de la rencontre et la peur viscérale de l'animal sauvage. Mais la faune n'est pas toujours amicale, et avec certains animaux, nous préférons garder nos distances.
Nous descendons en une journée ce que nous avons mis une semaine à monter. Nous taillons la montagne sous le regard amusé de quelques singes avant de regagner la plaine et la civilisation. Coimbatore, c'est par là? Non, il s'en tape. On se rafraîchit dans les cascades qui, comme nous, n'attendent qu'une chose, se laisser couler vers la mer. Découvrir un pays, c'est vivre avec ses habitants et leurs traditions. Mais parfois, l'écart qui sépare nos deux cultures est tel que la curiosité qui nous a motivés à voyager se transforme en incompréhension. Par exemple, là où le temps est linéaire en Occident, il est ici cyclique. Et croyez-nous, cela change beaucoup de choses. Par exemple, en Occident, les enfants sont poussés à faire mieux que leurs parents. L'innovation est encouragée. Ici, le plus valorisant est de respecter le choix de ses parents. La prise d'initiative, trop instable pour la communauté, est perçue comme un risque dont il faut se préserver. Une réaction psychologique à la dureté des conditions de vie. La stabilité du groupe passe avant l'épanouissement personnel. Les maladies sont courantes et exposées aux yeux de tous. Nous ne voulons pas dresser un portrait idyllique de l'Inde. Nous l'avons vécu comme une source permanente d'éblouissement, mais aussi de consternation. Quand nous pensons l'avoir comprise, elle nous désarçonne de plus belle. Nous vivons toutes les émotions en une journée. Frustration, malaise, et en même temps frisson de joie et exaltation. L'Inde est parfois difficile à supporter. La mécanique nous mène aussi la vie dure. Les chaînes sont complètement usées, les roues accusent les kilomètres, les rayons cassent les uns après les autres. 4 cette semaine sur la roue arrière de Jérémy. Bon, hier soir, mon cap de dérailleur a lâché après 3700 km de bons et loyaux services. Je vais devoir attendre la prochaine ville à 100-150 km pour réparer. C'est génial. L'Inde se voyage comme elle se vit, frénétiquement. Nous enchaînons les villes, impossible de planter la tente des jours durant. On se réfugie dans des guest house miteuses, on ferme la porte, laissant l'Inde derrière elle. Voici le genre de petit hôtel où nous passons nos nuits. Petit tour du propriétaire. La lumière est celle des tubes fluorescents. Il n'y a pas d'aération et les pales du ventilateur brassent de l'air chaud, renfermé et humide. À vous, spectateurs qui avez l'image sans les odeurs, nous regrettons de ne pouvoir partager avec vous le délicieux fumet typiquement indien qui se dégage de ces toilettes. Nous cherchons l'endroit le plus calme pour manger et se reposer. Et en quelques minutes, le festin, c'est nous. On nous dévore des yeux. Dans cette culture si différente de la nôtre, nous devons parfois reconsidérer nos espaces intimes. Depuis le début du voyage, nous constatons très vite qu'en public, il n'existe pas de regard socialement correct pour les Indiens. Chaque pause est stratégique. Nous devons veiller en ville à ne pas créer d'embouteillage aux intersections. Ils sont juste curieux. Parfois, l'absence d'interaction malgré nos namasté et hello nous perturbe un peu, mais ce n'est que l'expression de « on ne sait pas exactement, mais en tout cas ici, c'est normal, on s'y habitue ». Bref, s'il nous restait des certitudes, l'Inde les a balayées. Mais malgré tous ces aspects qui nous interrogent, ce voyage nous procure un sentiment immense de liberté et de bonheur. Si le sens donné à la vie et les moyens pour le sublimer sont diamétralement opposés entre les Indiens et nous, leurs angoisses sont similaires aux nôtres. Seule la réponse est différente. Si vous avez tout écouté sans bâiller, vous avez gagné un point de karma. Et nous pourrons passer au dernier chapitre de notre aventure. Alors que le froid de décembre tient apparemment fermement l'Europe, ici, c'est évidemment l'inverse, car le thermomètre dépasse tous les jours les 40 degrés. Attilio nous a quittés pour aller en Australie et continuer son tour du monde,
pendant que nous descendons tranquillement la côte jusqu'au cap Comorin, notre objectif initial. La fin est proche, l'aventure est en péril. Plus que jamais, notre carburant pour arriver en bas est notre détermination, la force humaine et la force mentale. Ici encore, la nature est insolente de beauté et les habitants toujours bienveillants à notre égard. En voyage, on se laisse toucher par toutes les sensations qui nous entourent. Le toucher, le ressenti, la chaleur accablante, le vacarme d'une ville, c'est ce que j'essaye de faire émaner de mes dessins. Tous ces collages, ça me permet de revenir avec de vrais petits bouts d'Inde dans mes dessins. Dans le Kerala, la vie n'est pas plus facile qu'ailleurs. Les inégalités sont tout aussi grandes, mais dans cette Inde des tropiques, restée longtemps à l'abri des bouleversements qui traversaient le nord, il règne une plus grande douceur de vivre, palpable même pour nous, voyageurs de passage, bénéficiant d'une hospitalité sincère et spontanée sans cesse renouvelée. Thank you. La richesse humaine et les hasards heureux du voyage nous embrassent sans prévenir. Le pays est si grand que l'Inde du Sud est bien différente de sa sœur du Nord. Après 5 mois d'ivresse indienne, cela nous redonne du courage pour continuer jusqu'en bas et oublier l'usure ressentie des derniers jours. Une fois de plus, le vélo confirme qu'il est le compagnon idéal pour tous les voyageurs qui recherchent une immersion authentique et tout en douceur. D'ailleurs, en parlant d'immersion, on s'aperçoit qu'on ne vous a pas beaucoup parlé de l'hindouisme. Le bouddhisme un peu dans l'Himalaya, le sikhisme dans le Pendjab, la notion de karma vite fait, mais concernant l'hindouisme, à peine quelques temples au début, alors qu'il rythme la vie de 80% des Indiens, et donc la nôtre aussi, depuis des mois. Corrigeons cela immédiatement. Déjà, il faut savoir que l'hindouisme est là, partout, tout le temps. Par exemple, ce gros gâteau à la crème, c'est un temple. Chaque dieu a son temple. Et comme il y a des millions de dieux, il y a plein de temples. Ici, les dieux ne sont pas immatériels, mais ont des représentations bien réelles et sont souvent super balèzes. Leur vie est passionnante, comme celle de celui qui a plein de bras. On vous a dit qu'ils étaient classe ici. Qui en a rencontré un autre qui s'est fait couper la tête pour finalement se la faire remplacer par celle d'un éléphant ou d'un singe, suivant les versions. En tout cas, il y a plein de cérémonies, et ça c'est bien, car c'est l'occasion de manger plein de bonnes choses, de voir les plus beaux saris, mais surtout d'écouter de la musique. Autour des temples, il y a toujours un bassin pour les ablutions. La notion du pur et de l'impur est essentielle, et les rituels ont une importance capitale. Ils rythment la vie et la mort des croyants. Le budget encens et pyrotechnie est super important. Ils sont purificateurs et salvateurs, car souvenez-vous de cette histoire de karma, la mort n'est pas une fin en soi. À nos yeux, c'est aussi un bon moyen de maîtriser la condition difficile d'1,3 milliard de croyants. Spirituellement, cela pourrait s'expliquer par le fait que, contrairement à notre pensée occidentale qui nous incite à accueillir, voire affronter les situations, les hindous, eux, acceptent pour beaucoup leur sort. Aller à Bénarès, c'est rentrer dans l'âme de l'Inde. Une civilisation se construit autour d'un fleuve, toujours. Le remonter, c'est comme caresser sa peau, plonger dans ses veines, aller jusqu'au cœur. C'est sur les berges du Gange, à Bénarès, que la ferveur religieuse nous a été le plus palpable. Combien de moines, de sadhus, d'ascètes et de pèlerins ont défilé ici depuis des siècles sur les berges du sol sacré?
fleuve sacré, fleuve sacré. Fleuve sacrément dégueulasse, oui. Aucun microbe qui se respecte ne saurait vivre dans une eau pareille. Une des eaux les plus polluées du monde. Quand on est de mauvaise humeur, ça nous arrive, ou remonter vis-à-vis de toutes ces injustices dont nous sommes témoins, ça nous arrive encore plus souvent. On se demande pourquoi ils passent autant de temps à faire brûler de l'encens devant des statues, à chanter, à arroser des trucs avec ferveur, alors qu'il y aurait tant de choses à faire, comme nettoyer la décharge qui leur sert de jardin, mettre du savon dans l'eau de lavage car sinon le carrelage il va rester collant encore quelques décennies, laver le torchon encore plus sale que la table, et tant d'autres choses qui à nos yeux rendent la vie agréable à peu de frais. Soyons clairs, nous ne remettons aucunement en question la foi, mais nous tentons quand même de comprendre cette abondance de rituels et comment fonctionne cette conception de la vie et de l'espace si différente de la nôtre. Le sacré, le pur et l'impur sont omniprésents dans le quotidien des Indiens. C'est dans cet esprit de pureté que la mort par crémation, et donc la réincarnation, est recherchée. Les cadavres sont en train de brûler sur le bûcher, face au fleuve sacré, et des chiens rôdent attirés par l'odeur de la chair calcinée. La famille attend la combustion pour le jeter dans le Gange. Venant d'Occident, nous avons pour habitude de nier la mort et de porter un culte à notre corps. Il est, pour les hindous, l'objet du renoncement, du détachement matériel et pulsionnel. La mort est ici une renaissance. Nous sommes témoins de tellement de choses que nos certitudes ne semblent plus exister. D'où vient ce sentiment d'étrangeté que nous ne parvenons toujours pas à expliquer, au point de vivre ce sentiment de déréalisation? On ne revient pas indemne d'un voyage en Inde, et encore moins de Bénarès. En Inde, on trouve même des arbres à assiettes. Et là, vous vous dites que c'est super facile de faire des vidéos pour raconter ses vacances. Voyez plutôt en coulisses. En Inde, on trouve même des arbres à... Oh, l'oiseau! En arbre... Et oui, dans le Kerala, les plats sont servis sur des feuilles de bananier. Dans le sud de l'Inde, on mange des dosas. Donc les dosas, c'est des grandes crêpes avec plein de super trucs dedans. Là, c'est de la pomme de terre et c'est super bon. Les journées défilent au rythme des chais qui s'enchaînent. Nos rudiments d'hindi et d'anglais, les langues de la capitale à plusieurs milliers de kilomètres au nord, ne nous sont d'aucun secours ici. Nous communiquons essentiellement par gestes et ce n'est parfois pas simple. Les panneaux ne sont pas plus coopératifs. Nous sillonnons donc sans carte, à la boussole, les terres du Kerala, le long des fameux backwaters, immenses et célèbres réseaux de canaux et de lagunes. Ces entrelacs de rivières s'étirent sur des centaines de kilomètres au sein d'une luxuriante végétation tropicale. Le long des cours d'eau, sinueux, nous pénétrons en profondeur dans le pays, à travers des villages qui ne sont accessibles qu'à pied ou en bateau. On se retrouve donc rapidement dans des cul-de-sac. Nous empruntons plusieurs fois par jour les barques des habitants, seul moyen de transport à des kilomètres à la ronde. Dans toute l'Inde, et particulièrement dans le sud, les hommes portent le lungi, sorte de grosses couches culottes pliées traditionnellement en guise de short.
On est presque au bout. Il reste combien de kilomètres? Il reste 100 km et on est au Cap Sud, au Cap Comorin. Wouh! Ce soir, c'est le Nouvel An. Nous n'avons jamais autant que maintenant mesuré le décalage temporel entre nos vies ici et celles de nos familles. Alors Jérémy, qu'est-ce que t'as pour ton repas de Noël, repas de réveillon? Alors, pour ce soir, moi, c'est du riz à l'œuf, avec des petits bouts de cannelle dedans, très bon. Une petite salade de yaourt, oignon, piment. Quelque chose qu'on appelle des pickles, c'est du citron qui est revenu dans du piment pour changer. Le traditionnel chai et de l'eau chaude. Et toi, Nat? Et moi, j'ai de la paronta et de la patate. Voilà. Et ben, Bonne année! bonne année. Plus que 84 petits kilomètres pour arriver au Cap Sud. On est bientôt arrivé en bas et je ne vous ai pas encore parlé de ce que j'ai tous les jours devant les yeux, c'est-à-dire mon tableau de bord. Comme vous voyez, mon vélo dispose d'un large guidon pour varier les positions et limiter la douleur des bras. J'ai aussi un rétroviseur pour voir si Nathalie est bien derrière, une sonnette, un compteur. Pour faire un peu plus couleur locale, j'ai rajouté quelques décorations. Ça, c'est ce qu'on trouve derrière les camions indiens, il y en a plein partout par terre. Ça, c'est une série de drapeaux de prière tibétains que j'ai récupérés dans l'Himalaya. Et ça, c'est des porte-bonheur qui nous ont été donnés dans un temple hindou pour nous accompagner durant le voyage. J'ai aussi accroché ces 2 cornes que j'ai récupérées dans le Ladakh. C'est très pratique pour accrocher les vêtements. Il y a aussi une sacoche à l'avant avec le dessus transparent d'où je peux voir la carte. Et ça, ça c'est les partitions que je suis en train d'apprendre, les morceaux d'accordéon que je vais jouer quand on sera rentré. Et ça aussi, c'est le plan de clavier de l'accordéon tout neuf qui m'attend lorsque l'on sera rentré dans maintenant 2 semaines. Wouh! On voulait partir avec nos instruments de musique, mais faute de place, on n'a pas pu. Alors on compose, on chante, en attendant de pouvoir les jouer au retour. Cette vidéo est la dernière du voyage. Notre caméra rend l'âme exactement à cet endroit. Merci l'ami d'avoir tenu le coup jusqu'à ces ultimes secondes, après 6 mois de bons et loyaux services. Voilà 163 jours que nous parcourons le pays à la force des mollets, et enfin, dans un ultime effort, le bout de la route apparaît. Ironie du sort, le soir même, c'est l'appareil photo qui rend l'âme. L'ultime photo étant ce petit selfie pour la postérité, où symboliquement, nous avons porté nos vélos sur le dernier caillou de la dernière plage du dernier village du point le plus bas du sud de l'Inde, au Cap Comorin, là où l'océan Indien, la baie du Bengale et la mer d'Arabie se rencontrent. Nous sommes là, tous les 4, nos fidèles destriers et nous-mêmes, et avec vous aussi, que nous remercions de nous avoir accompagnés jusque-là. On se remémore chaque instant de ce beau voyage. Nous soufflons quelques pensées à la mer. On se retourne, la larme à l'œil, vers cette Inde qui nous a accueillis, nourris, logés, embrassés, comme le ferait une mère. Le voyage n'a ainsi pas été une parenthèse, mais un tremplin vers une nouvelle vie qui nous ressemble un peu plus. Nous sommes cependant heureux de rentrer, comme nous le serions à la fin d'un excellent repas. L'Inde nous a remplis, plus que nécessaire, et nous avons besoin de digérer tout cela parmi les nôtres, dans un pays où l'on fait pipi dans de l'eau potable. Quand on nous demande s'il y aura d'autres voyages, la réponse est évidente.
Nous dédions ce film à toutes celles et ceux qui, sur la route, nous ont offert leur sourire, nous ont ouvert la porte de leur foyer et de leur cœur. À Régis qui a dû rentrer prématurément, à Attilio qui nous a redonné de l'énergie, à Michel qui a passé des heures pour sauvegarder nos vidéos, ainsi qu'à toutes les personnes nombreuses qui ont apporté leur soutien de quelque manière que ce soit à ce voyage. Nous vous remercions du fond du cœur d'avoir pris place sur notre porte-bagages. Nous vous souhaitons bon vent. De dos, bien sûr. सागे चालू पण तुम्हारे सागे बाबा मत करजे थोड़ी थोड़ी टीबरी पे टाटी भी बांधाला हरिया भरिया खेता की रुखाड़ी ने चलाला ऊंटड़ा पे कूची मांडो चलो झटके काकड़ी मतीरा खासे खूब डटके काकड़ी मतीरा खासे खूब डटके आंधी बाजे और बाजे ग्वायरियो लहरियो उड़ जासी थारो उड़ जासी घाघरियो अजी थे तो बावला हो रहा मैं तने कितनी बढ़िया बात बताई है मारवाड़ में आंधी बाजे और बाजे बायरियो लहरियो उड़ जासी थारो उड़ जासी घाघरियो ऊंटड़ा की मोरी पछे कुण पकड़े काला काला बादला में बिजली चमके काला काला बादला में बिजली चमके